Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre saga à la découverte du café. Chaque mois, je vous présente un torréfacteur français, l'un de ces cafés, et je vous donne tous mes secrets pour bien extraire votre café à la maison, que ce soit en méthode manuelle, automatique ou en slow coffee. Aujourd'hui, je bois un café avec Michael McCauley, responsable qualité et sourcing de la Brûlerie des Gobelins à Paris. Bonjour Michael, alors tu m'as envoyé une sélection de la gamme Grand Cru de la Brûlerie des Gobelins. Que buvons-nous ensemble aujourd'hui? Alors bonjour Victor et merci pour cette invitation, cette interview. Alors aujourd'hui, je vous ai sélectionné un Guji d'Éthiopie, bien sûr. Donc là on va goûter ensemble. Vous savez les cafés en général d'Éthiopie, c'est presque une histoire de voyage parce que quand on va sur place pour la première fois, on voit un peu les moyens rudimentaires et alors ils sortent presque un des meilleurs cafés du monde, quoi. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc ce café-là, précisément de la zone Guji, c'est vraiment une invitation au voyage et c'est comme si on marchait dans une forêt, des petites fraises des bois en croque, vraiment de la fraîcheur, de l'acidité. Un café qui super aromatique, floral. C'est vraiment un peu de la pureté endémique de l'Éthiopie. Et là, c'est pas juste une tasse de café, c'est vraiment quelque chose de spécial et qui rappelle des souvenirs et qui nous amène en voyage. Voilà, le Guji. Parfait pour commencer cette petite interview. Alors Michael, tu es un ambassadeur du café de spécialité à travers le monde. Tu es très réputé dans les compétitions puisque tu es juge international, même présent en finale. Donc c'est la pointe de ce qui se fait de mieux au niveau tout simplement voilà, c'est marqué sur ta veste, hein, juge international. Tu es une des personnalités mondiales du café. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bon, je m'appelle Michael McCauley, je suis né aux États-Unis, donc je suis américain. Je suis venu en France en 93 et le but de mon arrivée en France était de créer un nouveau concept qui n'existait pas en France, qui était un peu les coffee bars, les bars à café ou espresso bars. On a baptisé au départ avec Columbus, qui est une enseigne qu'on a créée avec deux autres Français. Et donc, on était un peu précurseurs. On était les premiers à le faire avant Starbucks, 10 ans avant que Starbucks arrive. Donc, on peut quand même se dire que voilà, on était un peu les précurseurs des coffee shops en France. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion après de venir travailler dans une grande marque de café qui s'appelle Café Richard. Et donc aujourd'hui, je suis directeur qualité développement produit café et aussi directement de l'Académie du café, la transmission du savoir-faire. Et donc l'objectif, c'est bien entendu de faire les achats de café vert, faire le sourcing, créer des profils de torréfaction, des nouveaux produits et bien sûr contrôler la qualité et transmettre le savoir-faire vers nos clients pour faire un meilleur produit pour ses consommateurs à lui. Voilà. Alors tu parles de l'Académie du café, forcément ça fait écho à nos souvenirs puisque c'est grâce à toi en 2007, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est grâce à toi que j'ai bu mon premier café de spécialité quand même, à l'Académie du café. Ça fait déjà 15 ans quand même si on réfléchit bien, hein. 2007, je pense que voilà, tu es venu, tu n'aimais absolument pas le café. J'ai dit mais attends, j'ai vu comment tu as préparé le café, j'ai compris pourquoi tu n'aimes pas le café. Donc voilà, l'idée c'était de te montrer les gestes, quelles sont les règles pour faire un excellent café. Bon, bien sûr, il faut commencer par un bon café à la base, une bonne matière première qui est bien soignée au niveau de torréfaction, mais après 50% du travail, comme tu le sais bien, c'est la personne qui prépare le café. Donc, on doit respecter tout ce travail qui fait dans les pays producteurs. Et on a fait ensemble, et je pense que tu as goûté peut-être pour la première fois de ta vie un café qui était digne de ce nom et qui laissait une bonne impression, un bon goût en bouche. Exactement, et j'ai un souvenir très particulier parce que c'est vrai que pour la première fois, je goûtais une boisson, donc un café qui me donnait le sourire.
mais aussi tu m'as fait découvrir un nouvel univers que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé très ludique parce que on avait le travail de la matière première, mais il y avait aussi cet échange. Et autour d'une simple tasse de café, finalement, tu m'as fait voyager et tu m'as transmis ta passion à ce moment-là. Et c'est là que la petite histoire, elle commence. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous détailles un petit peu plus l'activité de la brûlerie des Gobelins, donc qui est située à Paris, à quelques mètres de la rue Mouffetard. Quelle est la particularité, la spécificité de la brûlerie des Gobelins ? Alors, la brûlerie des Gobelins, c'est une brûlerie de quartier qui a été fondée en 1957. Et donc, effectivement, c'est cet endroit-là où des habitants du quartier, des passants qui avaient des effluves de café étaient invités justement au voyage des différentes provenances du café avec une torréfaction faite sur place. Donc, on a su évoluer avec le temps. Donc, nous... on évolue. C'est aujourd'hui une boutique qui torréfie bien sûr sur place et qui a évolué avec les cafés plus de spécialité, mais surtout les cafés, quasiment tous les cafés dans cette boutique sont des cafés biologiques, agriculture biologique entre autres, et aussi des cafés avec des projets derrière, replantation d'arbres, les cafés de forêt. Les cafés qui vont aider la nature et aussi les producteurs. Donc, il y a vraiment l'air du temps dans ce côté responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi de ramener le café vers le producteur pour qu'on comprenne bien qu'il y a une identité derrière chaque café. Valoriser toute la chaîne de production, ça c'est très bien. Et tout en protégeant notre planète. Alors, quel est ton café préféré actuellement parmi toute cette gamme de cafés de forêt ? Tu l'as reçu parce que je t'ai envoyé mon café préféré du moment qui est le Goji. Donc, moi, je suis amoureux des cafés d'Éthiopie et comme j'ai dit, c'est étonnant la qualité qu'ils sont capables de produire. Et je pense que voilà, c'est parce qu'il y a une vraie passion, il y a une vraie culture du café derrière. Peut-être dans un mois, mon café préféré va changer, on en parlera à nouveau. Mais le Goji, c'est une zone très particulière et avec un process naturel. Donc, on a une belle fermentation de la cerise du café dans l'enveloppe du fruit du café qui est fermenté et donc qui donne ces belles notes fruitées et florales. Voilà, donc c'est vraiment très très aromatique et j'adore ce café. Tout le monde, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument déguster un Goji. Et là, j'ai un nature, il y a aussi des lavés, mais le nature, j'aime beaucoup. Et ta méthode de prédilection, ta méthode d'extraction de prédilection? Alors, restons sur ce café-là. Je l'adore en extraction à froid, goutte à goutte, méthode japonaise. Parce que là, on va extraire justement la sucrosité de ce café-là. Et cette acidité va être justement arrondie, mais les arômes vont rester intacts. Et il y a une intensité aromatique qui est absolument délicieuse. Et le fait de le boire froid, justement, ça change totalement. Mais on dirait même, c'est même pas un café, c'est autre chose. C'est un élixir, c'est une infusion, un thé. C'est excellent. Fait chaud, mais moi j'adore ce café-là en extraction à froid. Bon, ça me donne une petite idée. Je pense que je vais me préparer un petit élixir pour cet après-midi, enfin pour demain plutôt, si c'est au goutte à goutte. Et Victor, c'est aussi ce moi j'utilise comme base pour les cocktails parce que tout le monde pense mettre un espresso dans un cocktail et c'est un café cocktail à base de café, mais moi j'aime bien jouer un peu avec les méthodes différentes qui vont révéler justement les terroirs de ce café spécifiquement. Donc, j'espère que tu vas nous inventer un petit cocktail, peut-être avec ce café, avec une extraction à froid, par exemple. Ah, c'est une bonne idée. En tout cas, j'ai un très très beau souvenir d'un challenge que nous avions fait à Paris pour un chef et puis ensuite qui a été mis en place à côté de Kuala Lumpur, à Genting plus exactement, où l'idée c'était d'associer un café donc en cold brew, au goutte à goutte, avec un champagne. Magnifique. Oui, c'était d'ailleurs, on était sur ce même type de café qui était vraiment fruits rouges et on a utilisé une liqueur de fraises des bois d'ailleurs. Donc, on était vraiment dans un ara ou un goji ou un café qui avait ces notes intenses fruitées. Alors Michael, on l'a dit, on s'est rencontrés en 2007 et puis ensuite tu as été mon coach pour les championnats de France de barista en 2011.
Et ensuite, eh bien, c'est grâce à toi, on peut dire que j'ai gagné les championnats du monde en 2013, puisque c'est toi qui m'a appelé maintes et maintes fois au téléphone pour que je puisse m'inscrire au championnat de France, qui était la première étape, forcément. Mais bon, ça, c'est pas trop le sujet, mais c'est vrai que je voudrais quand même en profiter pour te remercier à nouveau pour tout ce beau parcours, beau challenge et toutes ces belles émotions que nous avons vécues ensemble. Et ça me fait penser au café Orang-Outan Coffee Project. Et j'aimerais vraiment que tu nous en parles un petit peu plus parce que c'est toi qui as été le précurseur en France de ce programme. Et nous avons eu la chance de voyager ensemble avec 50 influenceurs vraiment du monde du café en avril 2015. Et nous avons vécu un voyage qui, pour moi, a tout simplement changé ma vie. Et il est vrai que ce programme, Orang-Outan Coffee Project, un café que l'on peut retrouver à la Brûlerie des Gobelins, est quelque chose de tout à fait particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, ce projet me tient à cœur. Et c'est effectivement ça a commencé en 2014. J'ai discuté autour d'un café avec Holger Weltz qui travaillait à l'époque pour Della Corte. Il habite en Suisse et sa voisine, par hasard, c'était un personnage assez connu dans le monde des orang-outans. Elle vivait la moitié de sa vie en Indonésie, au Sumatra en particulier. Et donc, il a discuté avec sa voisine et a parlé de Sumatra et la station de quarantaine pour réinsérer les animaux dans la nature après la déforestation et tous les problèmes qu'on connaît. Et donc, ils ont décidé ensemble de créer ce projet autour du café, autour des orang-outans. Et donc, c'est à ce moment-là que le projet est né. Et donc, on a eu l'occasion, et toi, tu étais de voyage, ce voyage au Sumatra en 2015. Et donc, 50 torréfacteurs, c'est aussi beaucoup de champions nationaux qui étaient là pour le Della Corte Campus. Et on a eu un voyage magnifique parce qu'on est allé faire du trekking dans les jungles. On a vu la désolation des forêts qui ont été brûlées pendant 5 heures de route. C'était vraiment quelque chose qui était choquant. Et donc, on a pu goûter les cafés magnifiques. À cette époque-là, il y avait peut-être une poignée, une dizaine de fermes qui participaient au projet. Aujourd'hui, ça a évolué. On est pas loin de 300 fermiers qui font partie de production de ce café orang-outan qui on verse 1,50 € par kilo vert acheté. Et c'est divisé pour le producteur un tiers à 50 centimes. Il y a aussi 50 centimes qui va pour la station de quarantaine pour soigner les orang-outans qui sont arrachés de la nature. Et l'autre 50 centimes, c'est pour le label biologique parce qu'il y a un cahier des charges aussi biologique. Donc, c'est vraiment un café qui a presque triple label. C'est un excellent café qui fait beaucoup de bien derrière chaque tasse. Et donc, j'adore ce café et moi, on participe au projet. On est partenaire depuis le début avec la Brûlerie des Gobelins et Café Richard. Et donc, on espère que ce projet a une longue vie et qu'on va faire une empreinte quelque part sur la nature et sur les producteurs de café au Sumatra. Et à l'époque, nous avions mis la première pierre à l'édifice de l'école. Il y a aussi un restaurant qui s'appelle Ecolodge. Donc, c'est vraiment un programme qui est complet et qui aide non pas simplement les fermiers, mais les familles des fermiers pour donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école, aux animaux d'être soignés pour pouvoir ensuite être remis dans leur habitat. Donc, vraiment, c'est un programme qui n'est pas simplement celui de faire un bon café, mais c'est celui de faire un bon café, de trouver un système qui permet à toute la chaîne de vivre mieux et surtout de protéger cette planète que nous avons vue en feu. Et ça, c'est vrai que c'était, comme tu l'as dit, un réel choc. C'était choquant. C'est vrai, ça a vraiment changé la vie des producteurs sur place. Et je dois aussi dire la qualité parce que tout le monde en tête à Sumatra, dit Mandailing, parce que c'est pas un Mandailing. Qui n'est pas une région, c'est plus le nom d'un peuple, mais bon, on associe ce nom souvent avec le Sumatra qui a des notes un peu boisées, manque de raffinement et tout ça. Mais maintenant, je vois au Sumatra et notamment dans cette zone, dans les Gayo Islands, le savoir-faire des producteurs a bien avancé et donc on fait des cafés qui ont de l'acidité, qui ont du fruité et qui sont extrêmement aromatiques. Et ça, c'est grâce en partie de ce projet parce qu'on a baptisé ensemble la première pierre aussi de la station de lavage
Donc, ça les a aidés à mieux contrôler la qualité du café. Donc, voilà, ça a transformé la vie de beaucoup de gens sur ce projet. Et je me souviens quand on avait fait le picking, justement, ils avaient leur bracelet à la couleur de la maturité idéale pour cueillir la cerise du café. Donc, il y a vraiment tout un programme. C'est un programme qui est complexe, qui est complet et c'est un magnifique projet. Merci de l'avoir initié en France puisque c'est vrai que tu as fait partie des premiers torréfacteurs à vouloir faire partie de ce projet et de le faire grandir. Donc, c'est vraiment un café, je dirais, pour le consommateur à découvrir parce que, bon, là, on est sûr, c'est très transparent, ce projet. On est certain que l'argent va directement au producteur ou à l'hôpital, station de quarantaine. Donc, c'est un vrai projet avec la transparence sur ses objectifs et sur ses résultats. Bon, et la tasse de café, excellente aussi. Les amis, vous voulez en savoir plus sur Michael? Le questionnaire Fast and Curious, c'est maintenant. Le principe est simple. Je pose une série de questions rapides à mon invité qui n'y est absolument pas préparé et il doit y répondre le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Alors, on débute avec lundi ou vendredi? Ah, vendredi. Bah oui. Mer ou montagne? Ah, moi je suis mer. À fond. Dimanche relax sur la terrasse ensoleillée ou dimanche en mer? Ah, je pense que dimanche en mer, c'est pas mal. Matin ou soir? Ah, moi, je suis plutôt soir. Espresso ou cappuccino? Ça dépend de l'heure de la journée, Victor. Mais moi, d'abord, je vais dire cappuccino parce que j'aime bien l'association, le côté américain, avec du lait et du café. Bien choisi le lait, bien sûr. Mais j'adore un espresso, évidemment, qui est bien confectionné, bien fait. Donc, ça dépend. Café d'Éthiopie ou de Colombie? Alors là, Victor, tu me poses une colle parce que mon pays préféré pour visiter, c'est quand même la Colombie. Mais honnêtement, non. Éthiopie. De loin. Et préfères-tu les cafés sauvages du berceau du café ou les cafés très techniques et travaillés que l'on peut trouver au Panama, par exemple? Alors moi, j'adore découvrir ces process et ces différents cafés. Donc, je dirais en ce moment, moi, je suis pas forcément juste exclusivement Panama, mais quand on parle des différents types de fermentation et des expérimentations qui sont faites dans les pays producteurs, c'est la passion du producteur qui est en train de transpirer dans la tasse. Donc, moi, j'adore ça. Découvrir. Absolument. Café lavé ou café nature? Ouais, moi, je suis café lavé. Allez, on change de registre. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. Jazz ou opéra? Ah bah moi je suis très jazz. Je suis de la Nouvelle-Orléans, donc forcément c'est le berceau du jazz. Donc c'est jazz. Scala de Milan ou Broadway? Broadway, bah ça c'est bon. J'ai une petite attache à Broadway, tu sais, Victor. Eh oui. Gastronomie de la Nouvelle-Orléans ou gastronomie française? La gastronomie française, parce que la gastronomie de la Nouvelle-Orléans, ça vient de la culture française déjà, à la racine, avec un peu de créole qui se mélange avec. Mais le résultat est étonnant et sympa. Et j'ai la chance d'être américain et vient d'un pays, une région où on parle de la bouffe à table, comme les Français. Donc je me sens très bien, très à l'aise, très chez moi, en France. Et en ce qui concerne la gastronomie de la Nouvelle-Orléans, es-tu plutôt gombo ou jambalaya, qui est une spécialité culinaire à base de riz emblématique de la Louisiane? Forcément, toi, tu le sais. Ouais, ben le jambalaya, c'est un peu la paella à la cajun, quoi. Mais le gombo, c'est l'expression de chaque cuisinier. Chaque personne a sa recette. Moi, j'ai la recette de ma maman que j'ai bien entendu modifier, changer. Et bien sûr, chaque gombo de chacun, c'est toujours le meilleur. Et puis, il y a cette tradition du partage. Absolument, c'est surtout ça. Absolument. La Louisiane en 3 mots. Culture, héritage et partage. Ah, magnifique. Les gens sont tellement gentils. De découvrir ton univers, ton pays. On s'est toujours dit qu'il fallait qu'on s'organise ce voyage.
va vraiment falloir qu'on le fasse. Surtout après les 2 années d'abstinence de voyage qu'on en a eu. Alors, et pour terminer, car c'est bientôt l'heure de l'apéro, Bloody Mary ou Negroni? Oh. Moi, j'adore le Negroni, mais le Bloody Mary, je bois ça sans alcool. J'adore juste la base, bien préparée, bien épicée. Ça me rappelle de chez moi. En Louisiane, le Bloody Mary, c'est un peu sacré, quoi. Et en digestif, plutôt espresso martini ou Irish coffee? Ah ben, espresso martini, mais avec un twist quand même. Pas le classique, j'aime bien qu'on rajoute, on parle du café qui est dedans, un choix de café particulier. Et peut-être un ingrédient supplémentaire qui va donner le côté différent. Et c'est comme la Irish coffee, tout le monde le connaît. Espresso martini, ça commence à être le cas, mais on peut toujours varier un tout petit peu pour qu'on soit original. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On en sait un petit peu plus sur ton univers. C'est très sympathique. Alors, Michael, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revienne sur ta première fois en pays producteur. Forcément, c'est un événement à chaque fois qui est particulier. Alors, c'était quand, c'était où et surtout, quels souvenirs tu en gardes? Alors, première fois en pays producteur, c'était le Brésil. Et donc, je pense que c'est un must pour tout le monde, même si, bon, c'est les champs qui sont beaucoup plus grands, les exploitations qui sont à une autre échelle. Mais je pense que de voir ce côté du café, on comprend tout de suite la grandeur de ce produit. Donc, c'était c'était il y a quoi, un peu plus de 25 ans. Je suis allé en pays producteur. Et ben, le souvenir que j'ai de ça, c'est vraiment la découverte totale. Et aussi un peuple extraordinaire qui soigne un produit qui est la ressource principale de toutes ces personnes. Donc moi j'adorais ce pays et le partage. Et je voyais les gens qui n'avaient presque rien, je veux dire par rapport à nos niveaux en Europe, mais qui partageaient tout. Et donc ça c'était une leçon de la vie que j'ai eu tout lié au produit qui est le café. Donc, c'était magique. Avec une culture, c'est vrai, du café qui est plutôt mécanisée et qui est très technologique. Et ta première fois dans le berceau du café, j'imagine que là aussi, ça a été très émouvant parce que c'est totalement différent. Je voulais juste rebondir sur le Brésil, effectivement, c'est industriel et c'est mécanique. Mais je sais que depuis une quinzaine d'années, le Brésil commence à faire les cafés de spécialité et donc ils en sont capables parce qu'ils ont les connaissances. Ils ont des ingénieurs agronomes et tout ça, donc ils sont bien épaulés. Donc je vois que le Brésil, le côté commodity qu'on est commence en train de changer. Et j'ai un pote qui est un peu le pionnier, Edgar Bressani, qui a commencé tout ça il y a une vingtaine d'années de faire des cafés dits de spécialité alors que les gens ne savaient pas ce que c'est. Alors pour rebondir sur l'Éthiopie, donc le berceau du café, donc c'est jour et nuit la taille des exploitations. On a des paysans plutôt que les fermiers, on a des paysans qui ont 2 hectares seulement et c'est mélangé avec le maïs, les tomates, tout ce qui est là pour vivre. Et le café en fait partie. Il y a la cérémonie du café, donc on voit une vraie culture, une histoire dans le café en Éthiopie que peut-être on n'a pas ailleurs à ce même niveau. Michael, est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous par rapport à tous les voyages que tu as pu faire dans le monde du café? Alors, ce qui m'arrive à l'esprit, parce qu'on parlait de l'orang-outan, donc tu n'étais pas dans mon groupe, je pense pas, mais on faisait un trekking dans le jungle un jour, et donc le but c'était pas pour voir les caféiers parce que les caféiers n'étaient pas exactement dans le jungle, mais les fermiers qui étaient autour, et donc le but c'était de voir les animaux dans la nature, et donc évidemment les orang-outans. Donc nous on faisait notre trekking, c'était une journée qui durait à peu près 6 heures de trekking, donc c'était assez long. Donc on a emporté un peu des petits speeds, des lunchs avec des bananes, des oranges, des sandwichs, tout ça. Et donc on faisait une petite pause et on avait vu justement un orang-outan, c'était la mère avec son bébé.
Et donc, on n'était pas vigilants, on était en train de marcher et la mer a piqué ma sacoche. Donc là, je dis merde, j'avais pas grand-chose dedans. Donc avec les autres, on a essayé d'attirer la mer avec une banane, une orange, faire un échange quoi. Mais rien à faire parce que donc voilà, donc nous on a mangé les bananes, la mère a pris ma sacoche, mais honnêtement il y avait pas ma caméra, il y avait rien dedans, mais c'était drôle parce que elle était curieuse et voilà, c'était un objet qui donc moi j'ai contribué un peu à la diversité. C'était une fanatique. Voilà, bon. Non, c'était marrant que j'ai donné ma sacoche à une mère orang-outang. Génial. Excellent. Et quelle est ton actualité en ce moment? Est-ce que tu vas voyager de nouveau? Bon voilà, les voyages reprennent, donc ça c'est une bonne chose, et notamment les voyages pour les championnats du monde et aussi les championnats nationaux. Donc là on vient de finir les championnats de France au Paris Café Festival. Donc là on a des champions maintenant et on se prépare pour le championnat du monde à Milan. Et donc ça c'est le prochain voyage, et bien sûr il y a des voyages dans différents pays pour faire les salons à Dubaï par exemple. Et donc des différents championnats nationaux dans différents pays que je soutiens en tant que représentant de World Coffee Events. Donc là, ça m'a fait voyager et donc effectivement, on va se croiser, j'espère, dans un de ces événements. Forcément. Et pour tes prochains rendez-vous, pour ceux qui veulent te rencontrer, j'imagine que tu seras également au Paris Coffee Show en septembre pour une bonne occasion pour le grand public de te rencontrer? Absolument. Donc, Paris Coffee Show qui aura lieu au Parc Floral de Vincennes en mois de septembre. Et donc ça, on va continuer à faire les championnats. Et donc, on a le championnat de torréfaction en partenariat avec le collectif Café, avec l'ASCA France. Et donc, on fait aussi ce que visuellement pour le public, c'est le latte art. Donc, championnat de France de latte art. On regarde le café avant de le boire, on juge visuellement le café, ça nous fait voilà une autre façon de présenter le produit et notamment pour les consommateurs. Donc c'est hyper enrichissant à la fois à la base la torréfaction du café et aussi comment c'est traduit dans une tasse avec l'artiste, le barista qui va nous faire quelque chose, des fleurs, des cœurs, une combinaison de motifs, tout ça en versant, c'est incroyable. Voilà. Et après, on les enverra au championnat du monde qui aura lieu justement dans différents pays dans le monde. Michael, merci infiniment pour ton temps et pour partager avec nous vraiment ta passion pour ce café de spécialité. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je vous invite vraiment à acheter ce livre « 1001 secrets sur le café » qui a été tout simplement écrit par toi, Michael. Voilà. 1001 secrets sur le café, écrit par Michael. 1001 secrets, il y a un peu plus dedans. Un petit peu plus, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà. Il y a des recettes, il y a des cocktails, il y a des anecdotes, il y a plein de choses autour du café de façon ludique et voilà, qui donne envie de peut-être un jour boire une bonne tasse de café ou aller voyager dans un pays producteur. Michael, je te souhaite une très très belle journée. Merci Victor, et à la prochaine, pas par écran plaisir. interposé, mais en personne. S'il te plaît. Santé. Michael, un grand merci pour ton temps et pour avoir partagé avec nous ta passion du café de spécialité. Quant à vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et en attendant le mois prochain pour découvrir un nouveau torréfacteur, filez voir la vidéo suivante dans laquelle je vous fais découvrir l'un des cafés de la brûlerie des Gobelins. Allez, ciao!